Bienvenue à tous les curieux. On avait l'impression d'être dans un polar, et avec ces terribles rebondissements qui étaient un meurtre de plus à chaque fois. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Colombo ou Maigret. Nous connaissons tous ces détectives sortis de l'imagination fertile d'auteurs talentueux, au sens de la déduction bien plus aiguisée que la normale et qui finissent toujours par découvrir le ou les coupables d'un crime. Et puis, tout à coup, en une minute, ça m'est apparu. Il y avait peut-être un bruit qui ne s'y trouvait pas. Alors même que leurs semblables tombent des nues, tout comme le lecteur ou le spectateur d'ailleurs. Mais qu'en est-il de leurs homologues de chair et de sang ? Connaissons-nous suffisamment ces personnages authentiques qui ont arrêté les coupables des crimes les plus atroces ? Donc ils connaissaient parfaitement le cimetière. Saurions-nous citer les noms des policiers qui ont arrêté des monstres tels que Ted Bundy ou Guy Georges ? Nous avons la chance en France de posséder un policier bien réel qui a contribué par son flair, sa ténacité et son sens inouï de la déduction à arrêter non pas un, mais 2 tueurs en série français en seulement quelques années. Et si l'enquête criminelle était un art, celle qui l'a mené à l'arrestation du tueur de l'ombre serait à n'en pas douter un chef-d'œuvre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir Daniel Neveu. Daniel Neveu est né en 1942. Il est tout d'abord professeur de français, puis décide de rentrer dans la police et devient inspecteur de police judiciaire au 36 quai des Orfèvres. Il habite alors à Senlis dans l'Oise avec sa femme et obtient sa mutation pour la ville de Creil dans le même département en 1974 en tant qu'inspecteur divisionnaire. Là, il fait face à une région en proie à la psychose et à des collègues policiers désœuvrés parce qu'ils n'avancent pas d'un pouce dans leur enquête sur une série de crimes mystérieux, ayant tous eu lieu à la nuit tombée ou juste avant le lever du jour et souvent durant la période hivernale, vraisemblablement attribuables à un seul auteur que la presse a surnommé fort justement le tueur de l'ombre et qui leur échappe incompréhensiblement. Mais l'inspecteur Neveu décide de reprendre le dossier à son commencement afin d'en examiner chaque détail sous toutes les coutures, y compris des angles inédits, bien décidé à épingler ce tueur fou et insaisissable. Tout a commencé à Nogent-sur-Oise le 10 janvier 1969, lorsqu'une silhouette tire en pleine rue 6 coups de carabine 22 longs rifles sur Françoise Lecron, qui se jette à terre sans avoir le temps de voir son agresseur et s'en sort de justesse. 4 jours plus tard, une jeune fille de 17 ans, Michèle Louvet, est atteinte par un tir de carabine dans le ventre dans la même ville et ne peut hélas décrire son assaillant. Elle survit également miraculeusement. Le 23 janvier, Thérèse Adam, 45 ans, est violée puis tuée et son corps est abandonné près d'une voie ferrée à Nogent-sur-Oise. Le tueur se fait ensuite oublier durant de longs mois, mais récidive le 16 novembre 1969. Suzanne Mérienne, 44 ans, et sa fille de 19 ans, Micheline, sont agressées par un homme armé d'une carabine alors qu'elles rentrent à leur domicile. La jeune femme parvient à échapper à l'agresseur et prévient ses voisins. Hélas, quand ils arrivent, la mère de Micheline a reçu une balle dans la tempe et gît dans une mare de sang. Le tueur s'est enfui mais a laissé un précieux indice sur place, ce qui ressemble à un sac à casse-croûte d'ouvrier avec des traces de plâtre et un porte-monnaie contenant des balles de 22 longs rifles. Le sac est exposé à la mairie de Nogent dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse ce sac et dénonce le criminel. Mais rien de probant ne ressort de cette tentative, pas plus que le portrait robot établi par Micheline Mérienne. Par ailleurs, en janvier 1970, un homme s'est jeté sous un train après avoir été dénoncé par sa femme car il correspondait à la description du tueur. Il avait été interrogé par la police puis relâché, mais n'ayant pu supporter la trahison de son épouse, il s'était suicidé. Pour les Nogentais, le tueur de l'ombre est mort. Il s'est suicidé car il était identifié et ne souhaitait pas finir ses jours en prison. Et cet état de fait était d'autant plus crédible qu'après cet acte, plus aucun crime n'est commis par le tueur de l'ombre, pendant 3 ans. Le 6 février 1973, Annick Delille est retrouvée morte, atteinte d'une balle de 22 longs rifles dans la nuque. Elle a été dénudée. Le 22 mai de la même année, un nouveau crime est commis, mais celui-ci détonne avec les autres. En effet, un jeune couple est retrouvé assassiné dans la voiture du jeune homme sur le parking du cimetière de Laigneville, non loin de Nogent. Contrairement aux 3 premiers meurtres, cette affaire est confiée à la gendarmerie et non à la police. De plus, c'est un couple qui a été tué et non une femme seule. Et enfin, le crime a eu lieu au beau jour et non en morne saison. Le 8 janvier 1974, Josette Routier est atteinte de 6 balles de 22 longs rifles et meurt alors qu'elle venait de rentrer chez elle. Visiblement, le meurtrier l'y attendait. Il a laissé en entrant par la fenêtre une empreinte de botte taille 42. En septembre 1974, Daniel Neveu est nommé à Creil, et cela fait près de 6 ans que le meurtrier sévit.
Mais l'enquête piétine, car un ouvrier brun qui chose du 42, il y en a des milliers dans l'agglomération. Des suspects, il y en a, mais il y en a trop pour les enquêteurs qui ne possèdent que de maigres indices. C'était sans compter sur la sagacité et le flair de l'inspecteur qui va éplucher les dossiers pour enfin voir ce que personne d'autre n'avait vu. Tout d'abord, il a l'intuition que tous ces crimes ont été commis par un seul et même homme, y compris celui du cimetière de Laigneville, ce qui n'est pas de l'avis de nombre de ses collègues. Mais en partant de ce postulat, il peut éliminer toute personne suspecte ayant un alibi pour n'importe lequel des crimes attribués au tueur de l'ombre, ce qui constitue une avancée considérable. Ensuite, il établit un mode opératoire pour le tueur, qui se répète à chaque crime, mais qu'aucun policier avant lui n'avait pris le soin de répertorier. En premier lieu, le criminel épie sa proie. Il la surveille, comme un chasseur. Il faut que toutes les victimes soient surveillées, dans leurs habitudes, dans leurs trajets. C'est la première phase. Ensuite, il la neutralise. Par exemple, Annick Delisle a été assommée à coups de matraque avant d'être exécutée. Il la déplace à l'abri des regards, la dénude, pratique un jeu sexuel avec sa victime, la tue par arme à feu et enfin vole quelques effets personnels, comme pour justifier son crime. C'est donc également un voleur, car ce dernier fait semble très important pour le criminel, même si les objets dérobés ne sont que des babioles. Daniel Neveu décide donc de recenser tous les récidivistes condamnés pour vol et vivant dans les alentours de Nogent. Si l'homme est par ailleurs chasseur, c'est coup double, et s'il n'a aucun alibi pour les dates des meurtres, les probabilités que ce soit lui sont grandes. Hélas, l'entonnoir est encore trop évasé pour qu'un suspect ne se dégage du lot. Et le 26 novembre 1975, encore à la morne saison, Julia Concalves, 29 ans, est retrouvée assassinée selon le mode opératoire du tueur de l'ombre. La femme de Daniel Neveu donne naissance à une fille quelques jours plus tard et le policier choisira de l'appeler Julie pour rendre hommage à la jeune femme. Un nouveau crime est commis le 6 janvier 1976 près de la gare de Villers-Saint-Paul. La victime est Françoise Jakubowska, 20 ans. L'inspecteur divisionnaire en est sûr. Le tueur de l'ombre ne s'arrêtera pas d'assassiner des gens à moins d'être interpellé et sa violence ira crescendo. François Jakubowska a notamment été lardé de coups de couteau, ce qui fait craindre le pire aux policiers. Au moment de l'enquête, plus de 600 dénonciations d'hommes correspondant au profil et à la description du tueur sont entre les mains de la police. Et après de nombreuses vérifications, notamment de leur alibi, seule une 60aine de noms restent sur la liste. Mais c'est encore trop. Neveu décide donc de se rendre sur le lieu du crime qui semble le plus différent des autres, celui du parking du cimetière de Laigneville, car des cartouches de 22 longs rifles ont été retrouvées près d'un robinet. Le tueur s'y est probablement lavé les mains après son forfait. Or, l'inspecteur ne trouve pas le dit robinet et doit se faire accompagner par le gardien. Il en déduit donc que, pour avoir trouvé ce robinet en pleine nuit afin de s'y nettoyer, le tueur est forcément un habitué des lieux. C'est peut-être un fossoyeur, un marbrier, ou tout simplement le parent d'une personne justement enterrée dans ce cimetière. Ce qui est corroboré par le fait que ce crime semble être davantage un crime d'opportunité qu'un meurtre prémédité similaire aux autres. Il se trouvait sur place. Autrement dit, son nom pouvait très bien être inscrit sur une pierre tombale. Il décide donc de faire recenser tous les noms se trouvant sur chaque pierre tombale et de les croiser avec les 60 noms qui figurent encore sur sa liste. Cette fois, les suspects ne sont plus que 12, et c'est suffisamment peu pour procéder à des arrestations. Le troisième nom sur la liste est celui de Marcel Barbeau. C'est un ouvrier brun résidant à Montataire dans la banlieue de Nogent avec femme et enfants. Il est grand et costaud, chose du 42, et a été condamné plusieurs fois pour cambriolage. De plus, les policiers retrouvent dans sa cave, au cours de la perquisition, une carabine 22 longs rifles équipée d'un silencieux et dont la crosse a été limée, afin d'être plus courte et donc dissimulable sous un manteau. Des cartouches, des gants, un long manteau et plusieurs casquettes. L'analyse balistique, qui est absolument indéniable, démontre que cette carabine a servi pour les 2 derniers meurtres. Pourtant, Barbeau s'entête à nier. Et pour prouver les autres crimes, Daniel Neveu doit faire preuve d'ingéniosité, car le tueur s'est vraisemblablement débarrassé des carabines utilisées. Il découvre que l'un des vols pour lequel Barbeau a été condamné comprenait une carabine 22 longs rifles, et son propriétaire lui apprend qu'il s'entraînait au tir dans son jardin. Après avoir labouré le terrain, les policiers retrouvent des douilles et peuvent les comparer aux autres crimes. La balistique est formelle. 3 nouveaux meurtres du tueur de l'ombre peuvent être imputés de manière certaine à Barbeau. Par ailleurs, il n'a aucun alibi pour chacun des crimes. Sa femme le croyait à l'usine, mais son employeur fournit son emploi du temps et il s'avère qu'il ne travaillait pas, à chaque fois. À son procès, le doute peut encore être permis pour certains, notamment ses collègues de travail. Mais lorsque l'inspecteur Neveu vient témoigner à la barre, tous les gens de l'assistance en sont persuadés. Le tueur de l'ombre est Marcel Barbeau. En effet, le policier, en plus des preuves qu'il a apportées concernant la culpabilité de ce dernier, fait l'implacable démonstration que Barbeau est bien le tueur en série grâce à une technique de profilage criminel inédite en France à cette époque-là et qui est en cours de développement au même moment aux États-Unis par 2 agents du FBI, John Douglas et Robert Ressler.
Il prend une carte du secteur et coche tous les lieux des meurtres, puis relie les plus éloignés afin d'en faire un triangle à l'intérieur duquel se trouvent tous les forfaits du tueur de l'ombre. Et par les médianes, démontre que le centre absolu de tous les crimes du serial killer est le cimetière de Nogent-sur-Oise. Cimetière où est justement enterrée la mère de Barbeau, une mère brune ressemblant fortement à plusieurs victimes qu'il chérissait plus que tout et qui est morte dans ses bras après une longue agonie en 1968, peu de temps avant que ne débutent les nombreux forfaits du tueur de l'ombre. Marcel Barbeau est condamné à perpétuité et il est toujours incarcéré, n'ayant bénéficié d'aucune remise de peine, étant actuellement l'un des plus vieux prisonniers de France. Cette enquête rondement menée et magnifiquement emmenée à son terme a apporté une certaine notoriété à Daniel Neveu à l'époque, mais aussi la jalousie qui va avec de la part de certains envieux qui auraient bien aimé être à sa place. Mais il va faire face à un nouveau défi. Seulement 1 an et demi après l'arrestation de Marcel Barbeau et après l'arrêt définitif des crimes du tueur de l'ombre, en juillet 1978, un inconnu qui circule au volant d'une voiture volée tire sur une jeune fille de 17 ans, Karine Gros-Piron, à Pont-Sainte-Maxence. Et ce fou furieux n'en est qu'à ses débuts, et la presse va très vite le surnommer le tueur de l'Oise, après qu'il ait tué Yolande Razowski, une autostoppeuse de 19 ans, avec un Beretta tout près de l'hippodrome de Chantilly. Mais ce tueur-là est assez éloigné de Marcel Barbeau, dans ses méfaits, mais également dans son mode opératoire et son profil psychologique. Tandis que le tueur de l'ombre était un tueur en série à l'américaine, c'est-à-dire tel qu'aiment à nous les présenter les films hollywoodiens, surtout dans les années 90 après le succès du Silence des agneaux, avec un modus operandi relativement redondant et une très grande théâtralité dans les crimes eux-mêmes, son successeur semble avoir plusieurs cordes à son arc de criminel. Il commence par abandonner une voiture volée avec de faux indices comme des mégots de cigarettes, puis fait exploser une autre voiture volée, blessant un policier au passage. Il utilise des chèques trouvés dans les voitures qu'il a dérobées, tire sur des jeunes femmes, braque une poste, etc. Laissant de nombreux indices et même ses empreintes sans jamais chercher à dissimuler son visage. Mais l'homme reste incompréhensiblement insaisissable. D'autant que son ultime satisfaction réside dans l'envoi de courriers à la presse et aux forces de l'ordre, comme Jack l'Éventreur, où il revendique ses crimes et où il menace de récidiver, voire de faire bien pire. Une fille de 17 ans qui déambule provocamment la nuit est une cible que j'affectionne particulièrement. Terminant notamment l'un de ces derniers par une phrase qui donnera son titre au film qui lui a été consacré en 2014, « La prochaine fois, je viserai le cœur ». Quand il examine le premier courrier du tueur, Daniel Neveu a immédiatement une intuition qui va s'avérer juste. Pour lui, c'est un collègue qui a écrit ça, un policier ou un gendarme, car on retrouve le même style grammatical dans les rapports de police que dans ses lettres. Oui, j'avais fait une petite analyse de texte, puisque j'avais un petit passé d'enseignant, et j'ai soumis cette analyse de texte au commissaire Thieffine en premier, puisqu'il était le destinataire, qui n'a pas dit que c'était une mauvaise analyse, et j'en ai donc référé à ma hiérarchie. Mais sa hiérarchie fait la sourde oreille. Un peu plus tard, le capitaine de gendarmerie Jean Pinault en vient à la même conclusion. Je me suis dit, mais c'est un gendarme qui a écrit ça. Mais les vérifications d'emploi du temps ne sont pas faites car leur hiérarchie est outrée par cette hypothèse. Ce n'est que le 8 avril 1979 que le tueur est interpellé et il s'agit bel et bien d'un gendarme. Alain Lamarre était affecté au peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie de Chantilly. De nombreux crimes auraient pu être évités si seulement les responsables n'avaient pas fait preuve d'un corporatisme exacerbé mais aussi déplacé et avaient fait les vérifications d'emploi du temps comme l'avait recommandé l'inspecteur Daniel Neveu. Et moi, j'ai 75 gendarmes. Colson, il en a 150. Sur les 150, il n'y avait rien à signaler, lui. L'intuition de ce flic hors pair n'a encore une fois pas failli. Daniel Neveu a également été confronté au corporatisme dans une autre affaire, celle du père Roger Matassoli, qui aurait abusé de nombreux enfants dans l'Oise entre les années 60 et 80. En 1984, une plainte est déposée contre le prêtre par la sœur d'une présumée victime et l'inspecteur Neveu reçoit l'ordre de rester discret et de classer le dossier sans suite. Il y avait une sorte de, non même pas d'omerta, mais de non-dit. Il garde encore aujourd'hui un souvenir particulièrement amer de cette affaire. Mais il n'y avait rien qui était fait pour le vérifier et pour le condamner. Et de l'attitude détestable de nombreux responsables, qu'ils soient judiciaires, politiques et religieux. Daniel Neveu est donc un policier au moins aussi efficace que ceux de nos séries et de nos polars préférés, sauf que lui existe et qu'il est français. Il est donc la preuve que rien ne sert de chercher dans la fiction ce qui existe tout près de nous dans notre monde. C'est pour ça que je voulais lui rendre hommage à travers cette vidéo. Oui, il fait du profilage avant l'heure, mais surtout c'est que c'est un excellent flic, quoi. Accessoirement, il écrit son autobiographie et une large partie est bien évidemment consacrée à sa traque du tueur de l'ombre. Le mort n'a pas le profil d'un assassin est un récit que je vous recommande chaudement car il émane du principal intéressé. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur l'inspecteur Daniel Neveu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.